Sadako Gata, qui était la haute commissaire pour les réfugiés, elle appelait cette décennie « The Horrible Decade ». Et moi, je confirme, c'était au fond ce qui a commencé à la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90, une décennie horrible. And upon our arrival in Obiga, over. En 1987, Cornelio Sommaruga, diplomate suisse tessinois, devient le 12e président du Comité international de la Croix-Rouge. Sa présidence sera marquée par un bouleversement géopolitique majeur, la fin de la guerre froide. Elle s'achèvera à l'aube d'un autre séisme mondial, les attentats du 11 septembre 2001 et le déclenchement de la guerre contre le terrorisme. En tant que président, son rôle est d'assister au niveau diplomatique les activités humanitaires de l'institution. Le CICR doit alors faire face à l'explosion de guerres civiles d'une violence inouïe, comme en Bosnie, au Rwanda, au Libéria, en Sierra Leone ou en Somalie. Le président parcourt ces terrains de conflit, rencontre chefs d'État, chefs rebelles, pays et organisations influentes afin de garantir une meilleure protection et assistance des victimes. Aujourd'hui, Cornelio Sommaruga partage avec nous quelques-uns de ses souvenirs. La chute du mur de Berlin a changé la donne très fortement parce qu'on n'avait plus de superpuissance sur lesquelles on pouvait un peu compter pour calmer ces conflits internes qui étaient un peu autour du monde et on pouvait parler avec les responsables de ces puissances. On a perdu tous les repères. Et alors, il a fallu que le CICR se ressaisisse pour faire une modification qui a été rapide pour s'adapter, soit sur le plan opérationnel, soit sur le plan diplomatique. Les années 90 représentent en effet un défi pour le CICR et son président. Les besoins humanitaires explosent avec l'irruption constante de nouveaux conflits. Le caractère déstructuré des guerres civiles impose de redoubler d'efforts diplomatiques. Ce sera l'une des tâches de Cornelio Sommaruga. Et la tâche est grande. Première guerre du Golfe, 2 guerres en Tchétchénie, la première intifada, guerre civile en Yougoslavie, en Algérie, au Chiapas, en Somalie, au Burundi et au Rwanda. Il ne faut pas oublier le Rwanda. Il ne faut pas oublier ces événements absolument exceptionnels qui ont coûté la vie à plus qu'un demi-million de personnes, peut-être, certains disent, jusqu'à 1 million. Le CICR ne peut pas tolérer l'impunité. On ne peut pas laisser passer ceci sans que les responsables soient appelés devant la justice et soient jugés. Le 6 avril 1994, l'assassinat des présidents du Rwanda et du Burundi déclenche les massacres systématiques des Tutsis et des Hutus modérés. Face à ce climat de violence inouïe, ambassades, agences de l'ONU et ONG plient bagages. Le CICR, lui, décide de rester et sera un temps la seule organisation humanitaire dans le pays. Philippe Gaillard est alors le chef de la délégation à Kigali. Et je l'ai suivi grâce au fait qu'il avait un téléphone satellite. C'était très important parce qu'avec ça, il a pu informer aussi le monde de ce qui se passait. Je crois qu'aujourd'hui, l'odeur du sang est telle à Kigali qu'on élimine tout simplement à peu près tout ce qui bouge et que ne fût-ce que pour aller voler un peu de nourriture, on serait prêt à tuer son voisin même s'il est de la même ethnie que vous. C'est devenu la loi de la jungle, c'est le chaos et le massacre général. De son côté, Cornelio Sommaruga cherche des appuis diplomatiques, comme par exemple auprès du Vatican, qui pourrait avoir une influence dans le pays. Il prend alors contact avec le fameux émissaire de Jean-Paul II, le cardinal Etchegaray. D'accord avec Paul Grossider, qui était le numéro 2 des opérations, j'ai téléphoné
au cardinal Echegaray. Je lui ai dit que j'avais l'impression que les événements au Rwanda étaient catastrophiques aussi parce que l'Église avait complètement abandonné, le nonce était parti, les évêques étaient morts ou ne prenaient pas parti clairement, ils étaient roupillés d'un côté ou de l'autre. Et puis, Paul Grossidere est parti pour Rome, il a réussi à convaincre qu'il y ait une mission du Saint-Siège dirigée par Echegaray qui est allé via le Burundi au Rwanda. Après le génocide, j'ai rencontré plusieurs fois le général Dallaire, qui était celui qui commandait les troupes sur place et qui se souvenait très bien de Philippe Gaillard, le chef de délégation du CICR, et qui m'a félicité pour ce que Philippe Gaillard, avec ses délégués, avait fait au Rwanda. Dans la nuit du 17 décembre 1996, 6 délégués du CICR sont exécutés dans l'hôpital de Novi Atagi, près de Grozny, en Tchétchénie. L'institution est sous le choc. Déjà, quelques mois plus tôt, 3 autres de ses collaborateurs ont été assassinés au Burundi. Ça a été un autre dossier difficile pour moi, ça, soit les pertes des collaborateurs, soit la prise d'otage des collaborateurs. Et là, il y avait toujours le problème dans les pertes, au fond le regret de perdre des collaborateurs qui étaient devenus aussi des amis. Donc la douleur à exprimer aux familles pour les aider dans leur deuil. Et puis j'avais eu un autre problème, surtout après Novi Atagi, où 6 de nos collaborateurs avaient été assassinés. C'était que, autour du monde, beaucoup de nos délégués se posaient la question quoi faire. La Croix-Rouge ne nous protège plus. Alors, il fallait faire passer un message de réconfort auprès des collaborateurs en leur disant chers amis, les victimes nous attendent, il faut continuer absolument et nous ferons des efforts supplémentaires pour que l'emblème soit reconnu sérieusement. Les années 90 constituent un tournant au niveau sécuritaire. Jusqu'à présent, les humanitaires étaient confrontés aux dangers inhérents à toute guerre. Mais désormais, ils sont de plus en plus ciblés, délibérément, comme au Burundi, en Bosnie ou en Tchétchénie. Face à ce défi sécuritaire, un débat anime les organisations humanitaires. Faut-il désormais protéger son personnel et ses activités par une escorte armée? Le CICR et son président s'y opposent. Il faut que les humanitaires continuent à être perçus comme des acteurs indépendants et neutres. Il y avait toujours plus de confusion qui était créée par le fait que des contingents militaires, quelque part, s'occupaient de l'assistance humanitaire, ou bien que ces contingents militaires, que ce soit de casques bleus ou d'autres, protégeaient les convois humanitaires, ce que j'ai jamais accepté. Les problèmes sécuritaires persistent encore aujourd'hui et le CICR ne cesse de rappeler aux belligérants le nécessaire respect de l'emblème. Ce rappel au droit constitue une autre des missions fondamentales du Comité international de la Croix-Rouge. Sous la présidence de Cornelio Sommaruga, il y aura même des avancées juridiques majeures, comme en 1997, la signature de la Convention d'Ottawa qui interdit la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles. Ce combat, c'est Cornelio Sommaruga qui a décidé de le mener. Depuis 1992, une coalition d'ONG, baptisée ICBL, milite pour l'interdiction des mines antipersonnelles. Le CICR, lui, n'a pas pris de position publique sur l'interdiction et le débat fait rage au sein de l'institution. Finalement, c'est le président qui tranchera. D'un côté, il y avait des juristes qui disaient « Bon, vous savez, le président du CICR prendre position au sujet d'une arme au moment où elle est utilisée, c'est pas son affaire, on ne peut pas prendre vraiment des décisions comme ça. » Et puis, il y avait des opérationnels qui me disaient « Mais les mines sont les armes des pauvres, et donc vous risquez en disant qu'il ne faut plus les utiliser de mettre en danger nos délégués. » Et puis j'avais des médecins, des infirmières qui me disaient « Monsieur le Président,
c'est l'heure de faire quelque chose. Basta, on ne peut pas être toujours témoin de ces désastres que ces armes font, qui sont cachés quelque part. Ce sont des civils, des enfants. Il faut y aller. Plus de 100 millions de mines antipersonnelles sont dispersées de par le monde dans 62 pays. Il faut viser le bannissement total et absolu de ces mines antipersonnelles. Alors, c'est moi qui ai lancé cet appel et qui est parti immédiatement à toutes les sociétés nationales avec mon discours et qui était dans la presse. Et je dois dire que, je crois 2 mois après, le CICR a pris une décision unique qui était celle de faire une campagne de presse publique pour lancer ce Total Ban on Landmines. Le CICR rejoint ainsi l'appel lancé par les organisations réunies dans ICBL. En 1996, États, ONG, le CICR et agences de l'ONU se réunissent à Ottawa pour débattre de l'interdiction des mines antipersonnelles. 1 an plus tard, la Convention d'Ottawa est signée par 122 États. La chose qui m'a fait plaisir, c'est quand le discours de la vice-présidente, au moment de mon départ, c'était Anne Petitpierre, qui a dit « Monsieur le Président, il y a une chose que nous vous avions pas pardonnée, c'est de prendre cette importante initiative pour la conclusion d'un traité sur le total ban, la prohibition absolue des mines antipersonnelles. Mais nous vous avons depuis longtemps pardonné parce que ça a été un succès. » Un autre succès sera la signature en 1998 du traité de Rome qui donne naissance à la Cour pénale internationale. 1 an plus tard, en 1999, Cornelio Sommaruga quitte le CICR. Il aura passé 12 ans à la tête de l'institution. Le CICR, c'est comme un virus, c'est difficile de s'en débarrasser. J'étais un enthousiaste de ma mission, je la sentais beaucoup, profondément, mais je ne le faisais pas pour être la prima donna, je le faisais dans l'intérêt de la mission, et l'intérêt de la mission signifie toujours dans l'intérêt des victimes et des victimes potentielles. C'est quelque chose qui m'a profondément touché tout le temps, et je dirais qu'encore maintenant, je vibre de cela.